Le samedi 23 septembre 2023, Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu sans raison apparente dans un village rural du Bas-Rhin. Et malgré les importants moyens déployés pour la retrouver, elle n'a toujours pas été localisée. Sa disparition reste un mystère complet à l'heure actuelle et c'est de cette affaire qu'on va parler aujourd'hui. Partons à La Plaine, une petite commune du département du Bas-Rhin dans la région du Grand Est. Abritant environ 1000 habitants, Plaine est décrit comme un village calme et plein de charme au cœur d'une vallée de sapins dans les Vosges. En septembre 2023, Lina a 15 ans et vit seule avec sa mère dans une maison blanche excentrée en lisière de forêt proche de Plaine. En effet, ses parents sont séparés et son père vit désormais à 600 km de là, dans l'Isère. Lina est décrite comme une jeune fille de son temps, joyeuse et la tête sur les épaules. C'est une ado sans problème et solaire. Famille, amis, voisins, tout le monde dit qu'elle est agréable, gentille et souriante. Niveau études, Lina suit depuis la rentrée un CAP Service à la personne section vente. Et depuis mi-septembre, elle fait un stage dans une supérette proxy du coin. Même si elle est encore très jeune, elle a eu 15 ans le 10 août dernier, Lina a apparemment la tête sur les épaules et elle a l'air d'être un peu en avance sur son âge. Elle commence à entrer dans la vie professionnelle et côté vie privée, elle a bien sûr des copines, mais aussi un petit ami nommé Tao, un jeune homme de 19 ans. Originaire de Marseille, Tao s'est temporairement installé à Strasbourg et travaille comme mécanicien pour les Compagnons du Devoir. Lina et lui se connaissent depuis 4 ans, mais leur relation sentimentale est récente. Le couple est ensemble depuis le début du mois d'août. Et selon une amie de Lina à qui elle s'est confiée, le jeune couple est très fusionnel. Lina aime beaucoup son copain. Le samedi 23 septembre, Lina est donc particulièrement heureuse parce qu'elle doit justement passer la journée avec Tao à Strasbourg. Et selon sa mère qui la voit ce matin-là, Lina est très enthousiaste car leur programme est déjà fait. Le couple doit aller manger au restaurant, faire les magasins avant que Lina ne rentre chez elle le soir. Et pour se rendre à Strasbourg, l'adolescente a l'intention de prendre le train, le TER à 12h03. Elle en a pour 50 minutes de trajet et doit arriver à Strasbourg à 12h53. Mais sachant qu'elle vit dans une maison excentrée dans les bois, elle doit d'abord se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Et d'après sa mère, elle a l'habitude de le faire. Elle a 2 km 900 à faire, il faut compter environ 30 minutes de marche. Donc Lina part à pied ce samedi matin vers 11h, seulement elle n'arrivera jamais à Strasbourg. Son TER est bien arrivé, mais la jeune fille n'est pas là. Tao tente évidemment de la joindre sur son téléphone portable, mais il tombe toujours sur son répondeur. À la fois surpris et inquiet, Tao contacte la mère de Lina qui cherche d'abord sa fille chez elle au cas où, avant de se rendre ensuite à la gare de Saint-Blaise. Mais Lina n'est nulle part. Très angoissée, sa maman alerte sans tarder la gendarmerie à 14h15. Elle pense qu'il est arrivé quelque chose à sa fille car elle est sérieuse et elle n'est pas connue comme fugueuse. Et surtout, elle est mineure. Les gendarmes prennent donc la situation tout de suite au sérieux et partent immédiatement à sa recherche. Vu les circonstances de la disparition et l'âge de Lina, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Donc là, c'est toute la machine qui se met en marche et les recherches sur le terrain démarrent. Et on commence par fouiller naturellement le lieu de la disparition de la jeune fille. Les militaires vérifient le secteur qui est relativement sauvage. Parce que la plaine est située au cœur de la vallée de la Bruche sur le versant sud du massif du Donon. Et la commune est composée de plusieurs villages et hameaux dans un environnement boisé et arboré. À ce stade, toutes les hypothèses sont envisageables comme un simple accident entre guillemets. Mais les gendarmes ont beau explorer le périmètre, ils ne trouvent rien. Lina est introuvable. Comme toujours dans ce genre d'affaires, une enquête démarre en parallèle des recherches. Des vérifications techniques vont être faites et les informations qu'on va apprendre n'ont rien pour assurer. Car en vérifiant les images de vidéosurveillance filmées dans le train, on va se rendre compte que Lina n'est jamais montée dans le TER qu'elle devait prendre pour aller à Strasbourg. Les gendarmes travaillent bien entendu aussi sur la téléphonie. Même si le téléphone portable de Lina n'a pas été retrouvé, ils font ce qu'on appelle une réquisition auprès de son opérateur et ils obtiennent donc des données techniques. Et l'examen de ces données révèle des informations importantes. Lina se serait servie de son téléphone pour échanger avec une amie et surtout envoyer une vidéo à 11h20 à son petit ami Tao. Une vidéo dans laquelle, apparemment, elle marchait sur la route en lui montrant sa tenue et en lui disant qu'elle était contente de venir. Donc une vidéo assez banale, mais il y a plus surprenant. On va apprendre que le téléphone de Lina a cessé d'émettre à 11h22.
Ce qui semblerait indiquer qu'elle a éteint son téléphone à cet horaire. Et là, je fais une petite remarque, autant vous dire que pour moi, le fait que son téléphone ait cessé d'émettre dans la zone de la disparition à 11h22, ça c'est un red flag, c'est-à-dire que ça doit nous alerter. C'est plutôt inquiétant parce que Lina était une jeune fille très connectée, elle venait juste d'échanger quelques minutes plus tôt avec une amie et aussi avec Tao, donc pourquoi éteindre son téléphone à ce moment-là ? Surtout qu'elle était censée rejoindre son petit ami à Strasbourg, donc il était fort possible qu'elle continue d'échanger avec lui sur le trajet. Donc que Lina éteigne son téléphone à ce moment-là, pour moi ça n'a pas de sens. Je referme la parenthèse. Les gendarmes vont aussi apprendre une autre information inquiétante. Depuis ce matin-là, il n'y a plus eu aucune activité sur le compte bancaire de la jeune fille. Le samedi soir, Lina n'a toujours pas été retrouvée, pas plus qu'elle n'a donné de signe de vie. C'est donc l'angoisse totale pour ses proches, en particulier sa mère et son petit ami. Le dimanche 24 septembre, les recherches se poursuivent. 24 heures après la disparition de Lina, les forces de l'ordre continuent de quadriller le terrain. Des gendarmes, un hélicoptère équipé de caméras thermiques et une brigade cynophiles, c'est-à-dire des chiens pisteurs, sont mobilisés. Ils cherchent encore toute la journée, en vain, ils ne trouveront rien. Au cours des recherches, un chien Saint-Hubert, qui est l'une des races les plus performantes de chiens pisteurs, va tout de même retrouver la trace olfactive de la jeune fille sur la route. C'est donc cohérent parce que c'est la route qu'elle était censée prendre ce matin-là. Mais il semblerait que le chien ait perdu ensuite sa trace à hauteur de l'étang du Breu, à l'entrée de la piste cyclable, soit à environ 900 mètres de la gare. Deux remarques ici. Premièrement, on ne sait pas de quand dater exactement cette piste olfactive. Parce qu'on sait que l'odorat du Saint-Hubert est tellement puissant qu'il peut détecter de vieilles odeurs. Et ça n'était pas la première fois que Lina prenait cette route. Mais il y a quand même de bonnes raisons de penser que cette odeur était récente. Deuxièmement, j'anticipe un peu, mais bon, le fait que la trace olfactive s'arrête sur une route, ça nous indique qu'elle est possiblement montée à bord d'une voiture. Et c'est cohérent avec ce qu'on va apprendre plus tard. Je continue. Le lundi 25 septembre, un appel à témoins officiel est lancé par les autorités avec un signalement précis de la jeune fille. Les yeux verts clairs et les cheveux châtain mi-longs, Lina mesure 1m60 pour 49 kg. Elle est donc de corpulence mince. Le jour de sa disparition, elle portait une robe grise, une doudoune blanche et des chaussures blanches de marque Converse. Ce jour-là, la procureure de la République de Saverne, Alice Clairaut, confirme que la jeune fille n'était pas connue pour avoir fugué jusqu'alors. Et profitons-en pour dire que de toutes les personnes qui connaissent Lina, personne ne croit à une disparition volontaire. Ce lundi-là, une première battue citoyenne est organisée pour tenter de retrouver Lina. Dans la région, beaucoup de gens sont solidaires et de nombreux bénévoles ratissent la zone de la disparition, encadrés par des gendarmes afin d'éviter qu'ils ne gagent de potentiels indices. Seulement, rien ne sera découvert. Le mardi 26 septembre, 3 jours après la disparition de Lina, une nouvelle battue est organisée. Par ailleurs, suite à l'appel à témoins et à la médiatisation de l'affaire, les gendarmes ont reçu beaucoup d'appels. Et 2 témoignages vont particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. 2 témoins auraient vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. D'après eux, elle cheminait à pied sur l'itinéraire prévu. Et la procureure fait savoir qu'aucune trace sur la chaussée ou sur le bas-côté n'a été repérée. Aucune trace évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Et l'un des 2 témoins qui affirme avoir vu Lina le samedi 23 septembre dans la matinée n'est rien d'autre que l'ancien maire de la commune de Plaine. Ce jour-là, en fin de matinée, il faisait le trajet dans les 2 sens entre le village de Plaine et son domicile. Et il certifie avoir croisé Lina vers 11h15, 11h30. Elle était en train de marcher sur le bord de la route, allant vers la gare donc. Mais le témoin a expliqué que quand il a fait le trajet inverse, quelques minutes plus tard, elle n'était plus là. Alors qu'il aurait théoriquement dû la revoir, la croiser, parce que il est revenu très peu de temps après. Et si on fait preuve de logique, ça signifie que il est arrivé quelque chose à Lina durant ce court laps de temps. Elle a pu monter dans une voiture, volontairement ou non. Et un autre élément nous indique que tout s'est passé très vite, parce que rappelez-vous, elle a envoyé à 11h20 une vidéo dans laquelle tout semblait normal, et elle a éteint 2 minutes plus tard son portable à 11h22. Il est donc survenu un événement imprévu en l'espace de quelques minutes. En ce qui concerne les autorités, elles n'écartent toujours aucune piste comme elles le font depuis le début de l'affaire. Et elles poursuivent à la fois les recherches sur le terrain et l'enquête. Le mercredi 27 septembre, ce sont 2 plans d'eau qui sont sondés. 7 plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg vérifient notamment l'étang du Breu, situé dans la zone potentielle de disparition de la jeune fille. Durant ce temps, 15 militaires de la gendarmerie effectuent un nouveau ratissage sur le terrain. Mais ces opérations ne donneront pas plus de résultats que les précédentes. Lina n'y semble-t-il pas allée au bord de l'étang, sachant qu'en plus, il y a une caméra de sécurité dans un chalet à cet endroit et on n'a rien vu sur les images de vidéosurveillance.
Depuis le début de l'affaire, beaucoup de gens sont attristés et même choqués par la disparition de Lina, car c'est une zone plutôt tranquille. Et une cellule d'urgence médico-psychologique est mise en place dans la commune de Plaine, afin d'assurer le soutien nécessaire aux habitants éprouvés par la disparition inquiétante d'une jeune fille de la région. Les jours suivants, les recherches continuent. Le jeudi 28 septembre, de nouvelles battues mobilisent 80 gendarmes à Saint-Blaise-la-Roche et dans le village voisin de Saulxures. Cependant, aucune trace ou indice ne seront découverts. Le vendredi 29 septembre, c'est une opération coordonnée d'envergure qui est menée par la section de recherche de Strasbourg. Les militaires font des investigations dont des actes de police technique et scientifique sur plusieurs véhicules, dans différentes communes. Ces nouvelles vérifications surviennent suite au témoignage d'un deuxième homme, prénommé Robert. Et ce témoignage est potentiellement capital, car le témoin en question, un octogénaire domicilié dans la région, assure avoir vu Lina le samedi 23 septembre, jour de sa disparition. Et d'après lui, elle était dans une voiture en compagnie d'un homme. Ils étaient tous les deux dans une voiture grise ou bleu foncé. Lina était assise côté passager et elle lui aurait même fait un petit coucou de la main. Et le témoin a l'air assez sûr de lui parce qu'il a indiqué avoir reconnu la jeune fille du magasin Proxy, où Lina faisait un stage depuis 2 semaines. Et d'après le témoin, Lina à bord du véhicule ne semblait pas inquiète. Elle avait l'air normale, elle n'avait pas l'air soucieuse. Concernant le conducteur du véhicule, le témoin l'a décrit comme un homme portant une petite barbe et âgé entre 20 et 30 ans, même s'il n'est pas complètement certain de cette description. Autre détail intéressant, la voiture roulait à allure normale. Mais fait inquiétant, elle roulait sur la route des Princes, une perpendiculaire de la D350 en direction de Plaine, et pas du tout en direction de la gare donc. C'est bizarre. Même s'il doit être accueilli avec la prudence nécessaire, ce second témoignage, celui de Robert, est l'un des plus détaillés et complets depuis le début de l'affaire. Et là, j'en profite pour faire une petite remarque. Si Lina a effectivement fait un coucou de la main au témoin en passant, ça nous fait dire qu'elle se sentait en confiance dans cette voiture. Elle se sentait à l'aise dans cette voiture, à tort ou à raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le conducteur de cette voiture ne l'a pas conduit à la destination qui était prévue. Il ne l'a pas conduit à la gare. J'ai une hypothèse à ce sujet et je la présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Suite à ces témoignages assez précis, les forces de l'ordre ont procédé à des vérifications. Une demi-douzaine de véhicules de type Clio bleu-grise ont été fouillés ainsi que plusieurs maisons. Des prélèvements ADN ont aussi été effectués, etc. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'ont donné ces actes d'enquête. Le samedi 30 septembre, les recherches continuent et les forces de l'ordre interviennent notamment dans une maison de Plaine, le domicile d'un professeur de musique déjà vérifié la veille par les gendarmes. Il semblerait que l'homme d'une quarantaine d'années possédait une Clio ou un véhicule ressemblant à celui décrit par les témoins. Et les 2 voitures du professeur sont saisies à des fins d'expertise, à la recherche d'une éventuelle trace d'ADN de Lina. Selon les informations parues dans la presse, le professeur n'est pas placé en garde à vue et juste auditionné par les gendarmes. Et pour le moment, rien ne permet de relier cet individu à la disparition de Lina. Signalons aussi que ce jour-là, des ossements sont découverts dans un sac poubelle en contrebas de la route D350. Mais ces os seront identifiés formellement comme étant de nature animale. Le 1er octobre, le parquet de Saverne, jusqu'à leur compétence, se dessaisit de l'affaire au profit de celui de Strasbourg, qui ouvre une information judiciaire des chefs d'enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Et l'affaire prend une dimension criminelle. Vu les circonstances de la disparition de Lina, l'ombre d'un enlèvement plane sur cette affaire, surtout qu'en plus, une autre adolescente de 15 ans a rapporté un témoignage perturbant. Elle a expliqué à ses parents que quelques jours avant la disparition de Lina, elle s'était sentie suivie par un homme au volant d'une voiture grise, peut-être une Citroën Xantia. L'adolescente aurait même croisé une seconde fois cet individu, un autre jour, et ce dernier aurait même mis un pied hors de sa voiture. Et effrayée, l'adolescente se serait enfuie. Même s'il ne faut pas en tirer de conclusion trop hâtive, il y avait peut-être un prédateur qui rôdait à Plaine. Le lundi 2 octobre, on apprend que l'enquête se poursuit. Et dans un communiqué, le parquet de Strasbourg dit s'attendre à des investigations de longue haleine, aucune piste n'étant écartée ni privilégiée. Un certain flou règne sur tout ça, mais bon après c'est normal, il faut préserver le secret de l'enquête. L'une des rares choses sûres, c'est que depuis le début de l'enquête, les proches de Lina sont morts d'angoisse. Et aussi que Tao a fait l'objet de rumeurs et de suspicions, notamment sur les réseaux sociaux, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Tao aurait, d'après le nouveau détective, déclaré avoir perdu son téléphone portable en cherchant Lina le lendemain de sa disparition. Il aurait perdu l'appareil dans une usine désaffectée après l'avoir fait tomber dans une bouche d'égout. Cette usine, qui est en réalité un ancien garage, se situe à Saint-Blaise-la-Roche, à quelques kilomètres seulement de la commune où habite l'adolescente.
Tao aurait aussi dit à une collègue de travail de Lina, donc une collègue de la supérette Proxy, « Fais pas de la Il lui aurait dit cette phrase avant qu'elle n'aille témoigner chez Cyril Hanouna dans l'émission TPMP. Une phrase pouvant être interprétée comme une menace. On a pu aussi lire d'autres choses sur le jeune homme, comme quoi notamment il était jaloux. Mais la mère de Lina a pris publiquement sa défense et à ce stade, le petit ami de Lina n'est pas suspecté officiellement. Il est vrai que Tao était sur les images de vidéosurveillance à l'arrivée du train à la gare de Strasbourg et qu'il a contacté la mère de Lina assez vite pour lui signaler sa disparition. Et en ce qui concerne son alibi, du samedi 23 septembre au matin, il assure qu'il était un événement étudiant à 60 km du lieu de la disparition de Lina et que le proviseur était également présent durant toute la matinée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu un rebondissement relatif à Tao. Le vendredi 6 octobre 2023, le téléphone de Tao aurait été récupéré par les enquêteurs dans l'usine désaffectée, l'ancien garage où il prétendait l'avoir perdu. Et d'après le nouveau détective, le téléphone aurait été récupéré sous une chape de béton. Mais attention, là, il faut vraiment être extrêmement précis parce que c'est vrai que quand on entend que quelque chose a été récupéré sous une dalle de béton, ça peut paraître suspect. Il faut bien préciser qu'on n'a pas coulé de béton sur ce téléphone, non. En fait, le propriétaire du bâtiment a confirmé les propos du petit ami de Lina. Il a expliqué que le portable était bien tombé dans la gouttière, laquelle passe dans le bâtiment, sous la dalle de béton. Voilà pourquoi il a fallu casser un bout de dalle pour récupérer le téléphone. L'appareil, le smartphone de Tao, est maintenant entre les mains des enquêteurs et ils vont pouvoir étudier son contenu, comme par exemple les derniers messages échangés entre les deux jeunes. Parce que jusqu'à présent, il n'avait aucun appareil vu que le téléphone de Lina n'a jamais été retrouvé lui. Et les gendarmes vont enfin pouvoir voir la fameuse vidéo envoyée par la jeune fille à 11h20 le matin de sa disparition. Ça va être intéressant pour eux d'examiner les images parce que peut-être qu'on voit quelque chose d'important en arrière-plan, comme un véhicule suspect par exemple. Dans ce dossier, les autorités ont indiqué que l'enquête allait certainement être longue parce que c'est un dossier complexe. Il y a fort à parier qu'un gros travail va être fait sur la téléphonie mobile. Les enquêteurs vont par exemple éplucher tous les portables qui ont borné dans le secteur, avant, pendant et après la disparition. Et à partir du moment où ils auront les identités des propriétaires de ces téléphones qui ont borné dans le secteur, ils pourront par exemple vérifier s'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, s'ils n'ont pas un casier. Et des analyses plus fines pourront aussi être faites. On va aussi peut-être chercher des anomalies. Par exemple, imaginons que quelqu'un dont le téléphone bornerait chaque jour dans la zone de la disparition de Lina et qui aurait éteint son téléphone ce samedi matin vers 11h20, 11h30, le créneau horaire de la disparition de Lina. Donc l'émission n'est pas terminée, ne partez pas, mais voilà tout ce qu'on sait à peu près sur cette affaire à l'heure actuelle. Il faut maintenant attendre les résultats des investigations en cours. Espérons qu'on va retrouver Lina saine et sauve dans les meilleurs délais, espérons-le vraiment pour ses proches, mais bon, comme on va le voir dans les théories dans quelques instants, il y a quand même matière à être inquiet. En ce qui concerne les théories, toutes les personnes qui connaissent Lina sont à peu près d'accord pour dire qu'elle n'aurait pas fui volontairement. Elle n'était pas fugueuse, elle était heureuse au moment de sa disparition, elle en plus a été très contente de rejoindre son petit ami à Strasbourg. Donc on ne comprend vraiment pas pourquoi elle aurait changé ses plans en quelques minutes sur le trajet de la gare. Le père de Lina, qui vit dans l'Isère, a lui-même indiqué que même si sa fille aurait peut-être pu s'absenter quelques heures, elle ne serait jamais partie plusieurs jours. Il ne faut pas oublier que ça fait maintenant presque 3 semaines que la jeune fille s'est volatilisée sans donner aucune nouvelle à sa mère. En ce qui concerne l'accident, c'est aussi improbable dans la mesure où on n'a retrouvé aucun signe d'un accident sur le trajet que la jeune fille était censée prendre pour aller à la gare. On peut certes toujours imaginer un homicide involontaire, c'est-à-dire que Lina aurait été renversée par un véhicule dont le propriétaire aurait pris peur et placé son corps dans le coffre de sa voiture afin d'éviter tout problème avec la justice. C'est théoriquement possible, mais il y a quand même des points qui affaiblissent cette théorie. Car primo, en cas de collision entre une voiture et un piéton, ça peut laisser des traces évidentes sur la chaussée. On peut retrouver des débris, du sang, etc. Secondo, tout le monde ne fuit pas ses responsabilités en cas d'accident de la circulation, heureusement. Et tertio, même si ça n'est pas un grand axe de passage, la D350 est tout de même fréquentée. Pour preuve, 2 témoins ont aperçu Lina sur la route. Donc quand on procède par élimination, l'hypothèse d'un enlèvement semble s'imposer.
Surtout qu'elle aurait été vue en plus par un témoin à bord d'un véhicule avec un inconnu. Une personne non identifiée à l'heure actuelle, du moins au stade de nos connaissances. En ce qui concerne les circonstances d'un possible kidnapping, on ne sait pas trop comment Lina s'est retrouvée à bord de cette voiture. En effet, elle ne faisait pas d'autostop a priori, et c'est une bonne chose. Parce que c'est déjà déconseillé pour des adultes, alors pour des mineurs... Soit dit en passant, le stop est toléré en France dans certaines conditions, mais il est interdit par exemple sur les autoroutes. Et je sais d'expérience qu'à l'étranger, par exemple aux États-Unis, c'est interdit dans certains États et aussi dans certaines provinces en Australie pour des raisons évidentes de sécurité. Mais Lina avait apparemment conscience des risques parce que d'après l'une de ses amies nommée Sarah, dans tous les cas, elle aurait préféré prendre le train plutôt que de monter dans une voiture avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Donc si l'on en croit son amie, Lina ne serait pas montée dans une voiture avec un inconnu, mais bon, il y a quand même un témoin qui prétend le contraire. Lina aurait bien été vue à bord d'une voiture. Même s'il faut toujours garder un petit peu de recul avec les témoignages. On sait que des témoins peuvent se tromper, même de bonne foi. En tout cas, le témoin Robert paraît sûr de lui, et d'après cet homme, Lina paraissait normale. Elle lui aurait même fait un petit coucou de la main en passant. Et ça n'est pas le comportement de quelqu'un qui est stressé, à moins qu'on l'ait drogué, mais bon là je n'y crois pas trop, je pense que ça aurait été un peu trop rapide. Donc maintenant je vais spéculer, je vais avancer une hypothèse, parce que c'est vrai qu'on est face à un mystère, donc on ne peut qu'émettre des suppositions. À mon avis, Lina n'a pas fait de stop de manière active, mais il est tout à fait possible qu'un automobiliste se soit arrêté sur la route à sa hauteur vers 11h20 et qu'il ait proposé de l'amener. Et même si Lina n'avait pas l'habitude de monter dans des voitures avec des inconnus, elle aurait peut-être pu le faire exceptionnellement ce matin-là, parce que cette personne lui inspirait confiance. Plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que ça n'était pas un parfait inconnu, mais c'était quelqu'un qu'elle avait sans doute déjà vu. Certainement un homme plus âgé, de toute façon elle avait que 15 ans, ça aurait été difficile qu'il soit plus jeune. Un homme plus âgé, sans doute charmeur, voire peut-être même beau gosse. Ou alors, c'était peut-être un client de la supérette Proxy, où elle travaillait. Ce qui est quand même étrange dans le témoignage de Robert, c'est qu'il a indiqué que la voiture roulait sur la route des Princes, une route perpendiculaire de la D350, et que le véhicule allait en direction de Plaine. Et quand on regarde la localisation sur la carte, ça n'est pas du tout en direction de la gare. C'est même plutôt à l'opposé. Donc là, je vais émettre une hypothèse purement théorique, mais je me demande si le conducteur de cette voiture n'aurait pas proposé à Lina de l'amener à Strasbourg, au lieu de prendre le train, ça lui aurait fait économiser le train, en lui disant qu'il devait passer avant chez lui. Possiblement à Plaine, donc. Ça expliquerait pourquoi le véhicule repartait vers Plaine. Mais tout ça n'aurait été qu'un prétexte pour faire du mal à cette jeune fille, sans rentrer plus dans les détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait d'autres projets pour elle, vu que la jeune fille n'est jamais arrivée à Strasbourg et n'est jamais rentrée chez elle non plus. En tout cas, ce scénario expliquerait de manière assez simple le silence radio total de la jeune fille depuis le 23 septembre dernier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Souhaitons une fin rapide de cette affaire de disparition. Une affaire de disparition qui, comme les autres, est avant tout un drame humain terrible, que ce soit pour la personne concernée, mais aussi pour l'entourage. Personnellement, je vais continuer à suivre cette affaire, comme les autres, celle d'Émile, de Marouane Béréni, dont j'ai parlé récemment. C'est vrai que c'est affolant de voir le nombre de personnes qui peuvent disparaître, qu'il s'agisse de jeunes gens, mais aussi de personnes plus âgées. Et il ne faut pas oublier que les affaires de disparition les plus médiatisées ne sont que la face émergée de l'iceberg. Il y a malheureusement beaucoup d'autres personnes qui disparaissent chaque semaine, j'ai envie de dire, en France, que ce soit en métropole ou outre-mer, et il ne faut pas les oublier. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous aimez la manière dont je traite ces affaires, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air, et pour plus de contenu et aider au référencement des vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin d'être prévenu dès qu'une vidéo sort. Car certains d'entre vous ne sont pas toujours prévenus quand une nouvelle vidéo est publiée et ils peuvent en louper. Donc, merci à vous. Je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas.